Au fond, vous m'entendez? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Super, 12. Alors, bienvenue dans le Mystery Tour. Comme son nom l'indique, nous allons faire un tour dans Reims qui est mystère. Donc, je peux vous dévoiler un tour, pas tout de suite. La conférencière et collègue Frédéric, que vous voyez dans le fond, va vous raconter quelques anecdotes sur les lieux que nous allons traverser, les rues que nous allons emprunter. Et moi, avec mon petit sadisme, je vais vous poser des questions sur ce que nous allons voir. Alors, il faudra bien observer, bien écouter, surtout les enfants, il y a beaucoup d'enfants sur ce tour-là. Il y aura pas mal de petites questions. Il y aura des questions qui seront inscrites dès le début, puis des petites questions un peu plus dures pour les adultes au fur et à mesure du tour. Si vous êtes prêts, nous aussi, bienvenue et magnéto Serge. Alors j'en profite pour faire un petit test micro pendant que ça démarre. Moi je m'appelle Frédéric et vous allez assez bien m'entendre. Parce que vous avez peut-être pas remarqué que d'autres sont légèrement plus bavards. S'ils me laissent parler, en fait j'arrive pas à placer une phrase ou deux. Et on a dit surtout tout à l'heure que je parlais pas assez fort, moi j'essaie de hausser un peu. Est-ce que vous m'entendez à l'avant? Oh, vous faites semblant là. Vous m'entendez à l'avant? Marielle, ça marche aussi? Oui. Parfait. Oh, à l'arrière, on est plus enthousiaste. Je crois qu'on aura les meilleures réponses par ici, me semble-t-il. Ah, ça sera super si on avait encore un très bon groupe. Alors, je vais vous poser la première question, puisque nous avons sur la place. Est-ce qu'on dit non? Sur quelle place nous allons traverser? Royal. Parce qu'on nous a dit tout à l'heure sur le premier tour, c'est pas les mêmes questions, mais on nous a dit que c'était un peu simple. Alors on hésite, est-ce qu'on vous donne les réponses cette fois-ci? C'est pas sûr. On va encore refaire un test. Quelle est la première question que nous allons passer? Ah, très bien. Si je le fais avec nous, il y en a un très bien, mais après la question. C'est vrai. Quel volatile peut-on trouver sur la place Royale? Question d'observation. Question d'observation. J'ai un petit jeune homme qui a peut-être la réponse. Il est là. Allez, où l'équipe? Ah, j'ai un petit bonhomme qui vient de me dire des pigeons. Monsieur, bien fort. Un pigeon? Un pigeon? Pas du tout. Alors, on est bien d'accord, on cherche pas les vrais pigeons. Un volatile. Regardez bien, jetez un œil. Oh! Jetez un œil partout. 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 Oh, je gauche, à droite. que vous fixez peut-être pas le bon endroit. Ah, monsieur, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ah, j'ai la réponse. Il y a eu une réponse au fond, j'ai entendu. Oui, j'ai un coq. Coq, bravo pour l'équipe. 10 points pour les fonds. 10 points pour l'équipe du fond. On va faire des équipes carrément. Moi, quand je suis bien placé avec les autres équipes, je suis bien C'est l'entrée ce tour, ça va plus de Mystery Tour. L'équipe rouge, l'équipe jaune. Jeune homme, qu'avez-vous à nous dire? Qu'est-ce que c'était cette place royale? C'était le premier point de correspondance des lignes de train d'un hélicoptère qui puisse descendre jusqu'à C'était sa première question, on peut l'encourager, moi je crois. Si vos conditions n'est pas perdues. Et il faut savoir que notre ami Damien est nouveau dans l'association Astur, donc il débute. Encourageons-le. Non, notre deuxième question va être portée sur un monument bien connu des Rémois aussi, qui se trouve dans la rue Tronçon du Condret, ici à votre gauche. À votre avis, je vais vous poser une question sur le nouvel hôtel de spa Chanzy, mais qu'est-ce que c'était avant de devenir un hôtel? Une quinzaine de pompiers, merci mon équipe. 20 points pour nous, on est d'accord. La petite jeune fille a bien dit la bonne réponse, une caserne de pompiers. Nous on l'a dit, en plus on l'a dit super fort. Ah, mais la pauvre, elle va pas crier dans Et le en micro. plus, collectivement. Collectivement. On est donc d'accord, c'est une caserne de pompiers. Elle a été construite par François Maille en 1926, après la Première Guerre mondiale, adoptant un style art décoratif qu'on connaît bien sur Reims. Les sapeurs-pompiers iraient jusqu'en 1993 à l'ouverture de la seconde caserne qu'on connaît, avenue Marchandot. Et petite question subsidiaire pour mon équipe parce qu'on est très très fort. Et pour ici aussi. Est-ce que vous savez pourquoi le restaurant au rez-de-chaussée s'appelle la Grande Georgette? Parce que ça a Bonne rapport question. avec le nom de l'échec. Madame a-t-elle une réponse ici? J'ai une réponse. J'ai une réponse. Ah, j'ai une réponse aussi. C'est quoi la réponse? Je crois qu'on va pouvoir
sur l'ancienne caserne, on peut voir qu'il y a un beffroi dans cette ancienne caserne on voit de temps en temps quand on est auprès de la cathédrale. Il faut savoir que cette tour est en réalité la tour de séchage des tuyaux des sapeurs-pompiers de l'époque. Nous allons passer dans une rue qui est en face de nous, qui s'appelle la rue de la Tyrannie. Mais pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Question piège. Nous allons passer dans la rue de la Tirelire et pourquoi ça s'appelle ainsi? Alors, nous ici, on peut la Tirelire. C'est celle-ci, Non, c'est celle-là. Parce que c'est que des louches qui viennent. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Est-ce que vous avez Oh, c'est un rapport avec le voyage. C'est un rapport avec le voyage des ténus, sachez-le. Ça aurait pu être la rue des impôts, sachant que la rue des impôts est bien sûr rue de l'Oseille à Reims. Ça manque pas. Je peux faire ça. Mais c'est tout simplement dans la réponse. Oui, bien sûr. C'est tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, on avait la petite sculpture qui représentait une série. Qui était donc sur la façade d'une maison et d'un bâtiment qui était démoli pendant la Première Guerre mondiale. Très souvent, c'est pas plus recherché que ça. On a aussi, par exemple, la place du Dragon, parce qu'il y avait un petit bras doré qui indiquait une auberge. Vous avez des noms comme ça vient aussi sur le Moyen-Âge. Voilà ce qu'on a. Alors nous arrivons effectivement en Porte-Mars, mais je vais vous demander de regarder sur votre droite pour vous dire où est-ce que nous allons. Parce que nous regardons surtout à droite. Alors après le bâtiment qui nous cache la vue, bien entendu. On est au plus fort. Boulingrin, tout à fait. On est où là-bas? Petite anecdote ou pas du tout? Bon, on peut vous raconter l'anecdote maintenant. Tu veux? Alors, savez-vous ce que signifie le mot boulingrin? C'est trop simple. Alors, moi, j'ai une équipe de 50 000 Ah, mince alors, bah, donc, nous, il va falloir qu'on se réveille, hein, parce qu'on connaît rien. Alors, que signifie boulingrin? Alors, boulingrin signifie en anglais une pelouse sur laquelle on joue au bowling. Puisque bowling, on est d'accord, une pelouse en anglais ça se dit un green. Bon, remarquez mon terriblement bel accent anglais. Il se trouve que justement dans les années 20, on avait assez peu d'accent anglais. Et donc bowling green, on avait un boulingrin. Remarquez l'accent anglais, c'est un boulingrin. Question peut-être. Question sur le boulingrin. Tout simple, en quelle année les halles du boulingrin ont-elles été construites? Un choix multiple peut-être. Un choix multiple? Allez, je vous donne des indices. Est-ce que c'est en 1919, en 1929 ou en 1939? Devant 19. Allez, Ah, vous êtes très fort au fond, hein. Je vais arrêter de vous poser des questions. Hein. on va mélanger les deux fois. Ouais, on va faire ça. Alors effectivement, c'est en 1929. Vous avez une chance sur 3, dommage. Alors la construction date de 1929 et s'étale jusqu'en 1927 à 29, pardon. Inaugurée par Paul Marchandeau, maire de Reims à cette époque-là. Et c'est l'architecte Émile Maigret et Eugène Fraissinet qui ont dessiné, conçu les halles du boulingrin. Et il est à noter également qu'Eugène Fraissinet est un concepteur originellement de hangar dans lequel on pouvait ranger un engin volant. Un engin volant. Et à votre avis, c'est quoi? Ah, un avion, les avions étaient beaucoup plus petits dans les années 20. Un dirigeable, vous êtes très fort. Ils sont très forts au fond. Hein. Là, ils sont même blasés dans le fond. Qu'est-ce que c'est un dirigeable, évidemment. Du coup, la forme me rappelle la forme de la Terre de Bon, allez, on va faire une question qui n'a rien à voir avec Reims, mais quel est le logiciel dirigeable qu'on connaît le plus aujourd'hui? C'est le Zeppelin. Bravo, monsieur. Nous sommes aussi à l'aise Zeppelin. Nous traversons le boulevard Lundi, cher Fred, et le boulevard Lundi qui est aussi connu pour ses maisons de champagne de part et d'autre de notre boulevard, et aussi pour ses bâtiments très art déco. On en parlera tout à l'heure, ce ne sera pas le sujet. Alors, on va parler d'art déco, on va aussi appeler la rue des épiciers, parce qu'on y
trouvait juste avant et après la guerre, on y trouvait des marchands d'épices, et que ces hommes, en fait, suite à un repas entre amis, dans une maison qui se trouvait derrière la gare actuelle, on trouvait que la maison était tellement jolie qu'ils se sont dit, nous aussi, on voulait très jolie maison, et donc ils ont chacun fait leur recette particulier en y mettant le plus de choses possible. C'est pas tellement qu'on va essayer de faire du joli, c'est qu'on va essayer de faire de la statues, des cariatides, de la brique, du bois, de la pierre, tout ce que vous pouvez imaginer, de la couleur. On va en mettre partout, partout, partout. Et cette rue-là, donc, elle aura ce nom de rue des épiciers. Et alors, je vous remercie, j'espère encore un petit truc. Nous arrivons sur une très célèbre place. Je vous pose la question, c'est la place On est sur cette. Alors, on a dit Cérès, mais Aristide Briand, bravo. Les équipes se réveillent d'abord. C'est bien. Oui, alors, moi, je réponds à la question qui n'a pas été posée. Bravo. Ça c'est faux, maintenant ils ont déjà les questions avant qu'on les pose. Je vais la poser quand même cette question. À qui est dédiée la stèle qui se trouve au milieu de la place Aristide Briand? Infirmière. Sage-femme. Effectivement, ils connaissent vraiment tout par cœur. Alors, est-ce que vous savez effectivement qu'ici nous sommes la seule et unique monument funéraire à la gloire des infirmières mortes pendant la Première Guerre mondiale? On a rajouté une plaque pour la Seconde Guerre mondiale et on a également rajouté une plaque en 2020 pour les infirmières qui ont participé à soigner pendant le Covid, bien évidemment. C'est la seule plaque qu'on a trouvée pour les infirmières civiles en France. En France et en Europe. Et d'ailleurs, il y a une plaque aussi, mais plus côté Boulevard-Indien, où il y a le nom de tous les pays qui ont subi des dommages pendant la Seconde Guerre mondiale et dont les infirmières sont également décédées. Je ne vous demande pas où est-ce qu'on est en train de passer comme avenue, il est vraiment que c'est plein de la paix. C'est fini comme votre conférence. Il faut dire avec plus d'enthousiasme. Et on a besoin de la vous sur votre gauche. Anciennement, oui, il y avait la police qui s'inventait des propriétés, bien entendu. Alors, en fait, la ville de Reims, c'était suivi un grand malheur, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale. Un syndicat et l'association de travailleurs. Et le pauvre. Comme il y a plusieurs syndicats, Syndicat des syndicats. Et le fait est que pour les architectes, ça a été une opportunité de reconstruire, et c'est pour ça qu'on a énormément de style art déco dans toute la ville. Et je me permets, le style art déco n'est pas un style contrairement à ce que vous pouvez croire, parce que le style art déco, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et si ça avait été un art, il aurait fallu trouver des textes qui expliquent précisément comment le faire. Alors qu'en réalité, c'est une espèce de... Voilà, il y a tout, parce que c'est pas joli, c'est un style éclectique. Il est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on en parle un peu partout, mais tout le monde se fait. Merci Fred pour ton anecdote. Alors effectivement, oui, comme le dit Damien, c'est un style artistique plus que architectural en effet. Alors on est passé devant le bâtiment sur notre droite de Florian Dovilia, le siège. À cet emplacement se trouvait à l'époque quelque chose. Quoi? Une caserne. La Légion étrangère. On avait raison, c'est bien les militaires. On est pas mal. La réponse est accordée. Ah mais moi je m'attends à la réponse. Très bien. Il faut que je change de paradigme pour présenter les conditions de Alors, nous allons tourner maintenant sur le kiosque. Par rapport au monument qui est à côté. Et moi non plus, c'est Cédric, comme Cyril. Alors moi c'est Cyril, Cédric, c'est dans la BD. Je change le prénom au fur et à mesure des tours, on est en fait pas. Alors là, nous sommes sur un boulevard, je ne vais pas dire son nom, mais nous allons nous passer devant un célèbre monument aussi de Reims, que vous connaissez tous,
je vais vous demander où on va passer, surtout devant quel monument. Enfin, quel bâtiment, très simple. Alors tout le monde me parle du tigre. Alors on voit les photos du samedi soir, dites-moi. Le lycée Clémenceau, bonne réponse. Alors évidemment, justement, arrivé dans le lycée Clémenceau, on va regarder avec un œil nostalgique de son admiration la boîte de nuit, le tigre. Bien évidemment, il va à Clémenceau. Et oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu devant, hein, le tigre, la boîte de nuit qui était en hommage à Clémenceau pour surnommer le tigre, bien évidemment. Oui, mais toi, t'as des enfants, comment veux-tu que ça fonctionne comme ça? C'est vrai aussi. Quoi, je nomme que c'est une boîte de nuit. Voilà, c'est une tigre en boîte de nuit. Ah, tu n'y as jamais été, ok, d'accord. Alors, le lycée Clémenceau est bien sûr un lycée moderne, mais avant d'être dans sa forme actuelle, il en existait déjà un, ouvert en 1883, c'est rue de Contray, un peu plus derrière. Après la Première Guerre mondiale, où le lycée a été quasiment démoli à 90%, on a décidé de reconstruire et de l'agrandir, et l'entrée est arrivée du boulevard Clémenceau. S'il tient son nom de Clémenceau, en hommage bien sûr au général Clémenceau également, le boulevard a été renommé Clémenceau à cette époque-là et a été inauguré. Je dis une année, Fred, si tu peux le dire. Mais d'accord, mais c'est pas pour tout faire de l'école. Donc on est d'accord que Clémenceau est ancien président du conseil. Président actuel d'un premier ministre. Aussi. Et tout à fait fondé. Et assez fièrement de ses propos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu le tigre. Parce qu'il était aussi dur avec ses ennemis qu'avec ses maîtresses. Aussi. Assez plaisant. Donc le lycée Clémenceau, nouvelle version, a été développé en 1958 et il y a un célèbre acteur, lui un célèbre acteur qui a fait sa scolarité, qui est avec moi, qui s'appelle Khaled Kourou. Alors j'ai mon petit Damien qui a une petite anecdote sur le boulevard Clémenceau, c'est une question, il va vous poser la question d'ailleurs, c'est... Damien nous a pas entendu, en fait Damien avait posé la question de savoir comment s'appelait le boulevard Clémenceau avant de s'appeler le boulevard Clémenceau. Madame a donné la bonne réponse, c'était le boulevard de la Suite. Maintenant, on en est dans les réponses sur vos choix, c'est plus petit. Par contre, là, tiens, puisque c'est comme ça, vous allez choisir le nom de monsieur les filles. Vous allez l'apercevoir avec des dans le style. Ça sera sur votre droite. On regarde, on a le clocher là, vous voyez. Une très très jolie église. Effectivement, avec le ici, c'est l'église Saint-Michel, qui est l'église qui, dans les vitraux de l'ancien, vous avez installé Donc effectivement, l'église Saint-Nicaise, construite entre 1923 et 1924, au style roman-byzantin, très précisément, classé monument historique à partir de 2002, fait partie d'un quartier, ce quartier quel est son nom? Chemin Vert. Chemin Vert. Tout le monde a dit voilà. Le chemin vert a été réalisé dans les années... Ma grand-mère, elle est née ici. Le premier nom était HBM pour Habitation à Bon Marché, c'était comme ça. Et a été conçu par Jean Charbonneau, on connaît aussi pour la musique, bien sûr. Effectivement, Jean-Yves Charbonneau. Et bien sûr, Il y avait des écoles, il y avait des quartiers, où les gens avaient des activités, des loisirs. Vous allez voir une bibliothèque, vous avez des petites boutiques, vous avez une boulangerie, vous avez ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, il y en a certains qui sont moins subtils.
moins suscité, mais à l'époque, on n'avait absolument pas besoin de sortir, y compris d'ailleurs, petit connecteur, qui est messieurs, puisqu'on trouvait dans la maison commune, ce qui est aujourd'hui la maison commune, on trouvait un endroit pour se rassembler, on peut acheter acte, ce qui évitait qu'on puisse dépenser son argent plutôt en place. Et alors, si vous regardez les petites maisons qui sont toutes autour de nous, c'est toutes des maisons qui sont mitoyennes et partagées. Et dans toutes ces maisons, on va trouver la même chose. On va trouver une pièce commune et on va trouver un petit connecteur pour les plus jeunes. On va trouver un truc qui est solutionné pour les trouver par exemple. Les toilettes, ça servent d'eau pour se laver patiemment. Il y avait des toilettes, mais à l'extérieur. Une cabane dans le jardin. Alors, on l'appelle aujourd'hui la cité du chemin vert, mais il possède aussi un deuxième nom avant que ça devienne quelque chose d'autre. Quel est ce deuxième nom qu'on appelle ce quartier? Le deuxième nom qu'on a donné à ce quartier, autre que le chemin vert, il y a un deuxième nom. T'as pas la main de réponse. D'accord. Monsieur faisait prendre l'air à sa main. Un nom, c'est pas l'Europe. Le foyer rémois. Le foyer rémois, bien entendu. Au fond. J'ai beaucoup de temps. Effectivement, Henri Damien me fait remarquer qu'il y avait d'autres cités-jardins sur place. Alors les cités-jardins originaires sont créés la plupart du temps par de grands industriels qui souhaitaient améliorer la vie de leurs travailleurs, tout simplement. Donc des endroits avec de la verdure, avec un petit potager à soi pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille, puisqu'à l'époque, vous êtes des familles relativement nombreuses. Quand je parle de familles nombreuses, je ne parle pas de famille actuelle avec 5 enfants, mais plutôt entre 13 et 20 enfants. Au moins le champ pour les parents, le champ pour les enfants, c'est Il y avait encore beaucoup de blessés. Nous sommes actuellement rue des Criers et nous allons passer à ce feu. Nous allons aller à gauche. Nous allons voir deux monuments et je vais vous demander lesquels. Il y en a beaucoup qui sont en bas âge. Non, j'ai déjà un. alors il y a la villa Demoiselle, tout à fait, et puis le château Pommery, entendu. Le château Veuve Pommery, me dit. Veuve Clicquot, c'est plus loin. Veuve Pommery, effectivement, la réponse c'est à moitié bonne. Hein. Veuve Pommery. Enquête Pommery, voilà. Ah, je suis déjà Avec le château. Alors, du coup, on a porté effectivement sur la villa Demoiselle, vous venez de le dire, et je vais vous demander une question toute bête. En quelle année la villa elle a été construite? Oh, alors là, une question. Allez, je vais vous donner trois dates pour vous donner un petit indice. 1894, 1904 ou 1924? Ouais, c'est un squat avant. J'ai 1894 ici. J'ai 1904 devant, qui dit mieux? 24, ah j'ai 1904 et 1924. Et bien la réponse, je vais vous la donner, 1904. Alors, bravo pour ce jeune homme. Et donc, conservateur d'art, il a fait de la plupart de ses collections au musée des Beaux-Arts de Reims. Malheureusement, ce bravo n'est pas encore dans la construction de sa villa. C'est pour ça que Villa Valier est devenue la villa Cochet du nom de la personne qui l'a acquise quand elle a été construite. Aujourd'hui, la villa Demoiselle, on est contacté ici parce que c'est M. Branquel et Mme Branquel qui ont décidé de le racheter et puis surtout de faire venir des artisans d'Europe, on peut dire, qui ont refait tout l'intérieur avec des matériaux originels et avec un peu d'origine. Je me dépêche parce qu'on a une question à poser maintenant. Moi, si terrible que ça, on vient de passer devant un super. Alors, on vient de passer devant le boulevard de Champagne. Et c'était pas ma question. Moi, je voulais savoir quel était son ancien nom.
Pour lui aussi. C'est même la plus jeune qui a donné la réponse. Ah tiens, c'est la réponse suivante. Je viens de dire la question, ça va être tout de suite, ça va être bref, ralentir un peu. Maintenant, vous avez un monument dans les lignes. Vous avez bien tout à l'entrée des lignes. Maintenant, Celui-là. qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, pas dans les réunions. Plus récent, plus moderne. Et alors, pour vous aider un indice terrible, regardez le rond-point. Alors, l'indice pour savoir c'est quoi, J'ai c'est la pas des réponse. ronds-points. C'est Henri Farman, attention. Il y a la réponse au fond déjà. J'ai la réponse au fond. Oui, mais tu sais plus, ça c'est facile. Alors, il traverse pas la Manche, mais effectivement, c'est le premier qui arrive à faire un vol, je crois, de 24 km, si je raconte pas de bêtises. Ah oui, je suis sûre pour la Manche, parce que c'est ce qui dit ça, et alors, il dit c'est pas celui-ci. Hein. Alors, ce n'est pas cet aviateur-là qui a fait la traversée de la Manche. C'est lui, en revanche, qui a fait le premier vol de long entre ville et ville, entre la ville de Pouilly, près de Châlons, et la ville de Reims. Et quel est le nom de cet aviateur? C'est ça la question. Madame a la bonne réponse. Henri Farman. Bonne réponse de madame. Alors, très gentille réponse, nous avions bien évidemment donné quelques minutes. Oh là 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 là, mauvaise faute. Alors, Henri Farman, d'ailleurs, j'ai vérifié, si tu veux, il se prononce bien Farman, puisque même s'il est français, il est né 2 parents anglais, et donc il s'appelle effectivement Monsieur Farman. Et non pas Fardon. Et non pas Farman. Alors ce vol a été effectué le 30 octobre 1908 et c'est donc bien à Reims qu'il a atterri, tout effectivement la porte de Farman. Celui qui a traversé la Manche, c'est Louis Galliot. Dans le quartier que nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de traverser la rue Gabriel Voisin. Alors nous avons Berniaud, Voisin, Fressinet, beaucoup de noms d'aviateurs et d'architectes qui sont aujourd'hui donnés à la zone industrielle Pompel-Farman. Pompel-Farman, forcément entre Farman et la Pompel, qui sont deux aviateurs de l'époque. Ça ne s'invente pas. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur la zone industrielle, hein, j'imagine, sur une zone industrielle comme il en existe beaucoup. Mais la petite anecdote que je vais vous raconter, elle va être plurielle cette fois-ci, car pour desservir la zone industrielle de la Pompelle qui s'ouvre à partir des fin des années 70 et des années 70, on y crée la ligne Z qui permet de relier la place du théâtre à la rue du Val-Clair, à la fin de la zone industrielle Pompelle, à partir de 1960 et 1970. Et cette ligne est la première à être desservie par un bus qui n'a pas de receveur, ce qu'on appelle des bus à agent seul. Et c'est la première fois à Reims, à partir de 1971, qu'on établit ce style, cette ligne-là, avec plus de receveur, on n'a qu'un conducteur, et on achète des tickets conducteurs. Cette ligne a disparu en 2011 avec l'arrivée du tramway. C'est la ligne 17 qui a repris. Et aujourd'hui, la ligne est traversée, et la zone industrielle est traversée par un transport à la demande. Nous arrivons sur le quai du Préau-Moine. Alors, c'est du quai du Préau-Moine, comme on l'a dit tout à l'heure, les différents endroits portent des noms bien spécifiques. Comme on était à Reims extrêmement connu pour notre métier de l'aviation dans les années 1910-1930, on a beaucoup de noms d'aviateurs. Mais le Préau-Moine, c'est encore plus ancien que ça. C'est tout simplement parce que quand on arrive donc, sur cette rue, on se trouve encore dans l'abbaye Saint-Rémy. C'est bizarre que ça puisse paraître, puisque ce que nous apercevons aujourd'hui comme étant une abbaye est à l'origine plutôt une espèce de petite ville, un petit village qui allait depuis l'église d'abbaye tout en haut jusqu'au quai. Et pourquoi ils avaient besoin d'eau, tous ces gens-là? Eh bien parce que le vendredi, les bains remplissent poissons. Et donc, pour venir à un marché, non, on voulait pêcher leur poisson tous les jours. Là, au Moyen-Âge, on est vraiment sur le poisson tous les vendredis. Et donc, il faut un approvisionnement en eau. Sur ce quai du Préau-Moine, une célèbre usine qu'on aperçoit juste en face, c'est
Là, Là, tout à fait. Alors, quai du Pré-aux-Moines, on est à côté le pont du canal, on a ce qu'on appelle le quartier de la Cité. On va arriver ensuite sur le pont qui a un relief par Montreuil à Reims. Ce pont a une dénomination, c'est le pont Huon. Oui, il y en a j'ai Pont-Huon ici, oui. Et c'était ça, c'est la bonne réponse, c'est le pont Huon. Et bien sûr que si. Alors, c'est pas une question sur le pont en lui-même, mais on a une question toute simple sur cette machine qu'on trouve sur le canal qui permet de traverser d'une hauteur à l'autre. Comment ça s'appelle? Ah là, c'était Nico et fort. Juste l'écluse. L'écluse. Bravo, petit bonhomme avec la casquette rouge. Alors, c'est sur notre droite. De gauche, pardon. C'est cette chose-là, on est bien d'accord. Comment ça fonctionne les écluses, Ah, bonne question. Alors, comment ça fonctionne une écluse? Une écluse, ça permet justement à une péniche ou un bateau de pouvoir être d'un niveau à l'autre d'un canal. Parce que le canal de Reims n'est pas du même niveau partout. Il y en a deux, il y en a une ici au pont Huon et le deuxième près du pont Fléchambeau. On en retrouve plein sur le canal de la Haine, et on en retrouve plein aussi sur le canal de l'Aisne et de la Marne. Effectivement, alors j'ai signalé à l'arrière du bus, et j'ai pas eu le temps de montrer pour le devant, on avait un petit arrêt de bus, juste là, un petit arrêt de bus En pierre, en béton. sans possible, et tu avais une école sur ce petit arrêt de bus. Là, cet arrêt de bus en béton que nous avons trouvé à l'angle des deux rues est tout simplement le premier terminus bus de la ligne XF, qui a aussi le terminus de la ligne D, et c'est le seul abribus de la TUR en 1952 restant à Reims. Il est toujours en place aujourd'hui, il n'est pas vraiment abandonné, et peut-être qu'ici un jour on retrouvera sa valeur d'or. J'ai une petite anecdote sur le pont Huon, parce qu'on parlait du pont Huon tout à l'heure, mais il faut savoir que le pont Huon s'appelle comme ça parce qu'à l'époque il existait un moulin de la famille Huon, et également à côté de ce pont Huon, on trouvait la piscine des Trois-Rivières, qui a été conçue à l'époque pour les athlètes. Alors, pas piscine, le bar des Trois-Rivières. Le bar des Trois-Rivières. J'ai mis un trou de mémoire. Sur quelle place arrive-t-on maintenant? Place des... J'ai la place des droits de l'homme. La place des droits de l'homme. J'ai une question, alors pourquoi pas la place des droits de l'homme, c'est totalement désintéressé, je vous dis. J'ai une question sur l'avenue qui est juste à côté. Comment s'appelle déjà cette avenue-là? L'avenue de Champagne. C'est l'avenue de Champagne, ça il n'y a pas de souci. Mais moi ma question c'est, quel est le nom qu'on donne également à l'avenue de Champagne et pourquoi? Alors j'ai le rouillard aussi devant. Oui, mais moi j'ai l'explication qui va avec. Alors avant qu'on donne l'explication, est-ce que quelqu'un a une explication devant? Alors c'était pas la rue du Rouillard, non. C'est le ruisseau qui s'appelle Rouillard. C'est même en dessous. Exactement. Bonne réponse de madame. Alors le Rouillard, c'est un petit ruisseau, comme elle l'a dit, qui part de Ry-la-Montagne et qui s'arrête dans Reims, qui se jette également dans la Belle. Et il faut savoir que le Rouillard a été détourné de son passage initial pour construire l'avenue de Champagne. Et quand vous passez sous l'avenue de Champagne, le long du canal, vous voyez un énorme tuyau qui passe sous le pont. Ben, c'est le Rouillard qui passe dedans. Voilà. Et qui est détourné pour se jeter dans la Belle. Qui le savait? Je sais. C'est mystérieux. J'étais au courant. Ah bah, je le François aussi. Donc effectivement, on passe place des droits de l'homme. Est-ce que je profite pour te demander de parler sur le point? Ah, ce n'est pas un rond-point, déjà, et d'une. C'est une place, et beaucoup confondent rond-point et place. Alors effectivement, la petite anecdote, c'est que comme c'est une place, personne ne sait s'insérer correctement sur les voies de circulation, et on l'appelle aussi la place de la mort, parce que c'est une chance sur deux d'avoir l'accrochage dans cette place-là. Donc c'est une place avec des couleurs, on part au point, donc il n'y a pas de priorité à droite, il faut bien faire attention où on s'insère. Effectivement, la ville de Reims est devenue extrêmement récente. Toujours sur un thème différent, il y a des
Parce que je sais C'est quoi les arbres là? je suis pas sûre que ce soit associé avec le Vigo, peut-être associé avec le train. Oui, mais c'est assez exceptionnel. Marina qui m'a fait remarquer qu'on était passé devant Vertigo cette fois, bien sûr. Mais nous allons rentrer dans un tout autre quartier dans quelques instants après le feu. Nous allons rentrer rue de Lumière qui mène vers une place. Cette place, c'est la place Saint-Rémy. Ah non, non, on ne va pas à Saint-Rémy. Saint-Timothée, tout à fait. Est-ce que je fais une anecdote sur Saint-Timothée ou pas du tout? Eh bien, je te laisse vous avez l'anecdote. Alors, Saint-Timothée, c'est un des premiers saints chrétiens qui a été décapité. Pour être décapité, il n'a pas été décapité justement sur la place qui porte son nom, il y était enterré, tout simplement. On l'a emmené juste à l'extérieur de Reims, sur une petite hauteur. Et quand il a été décapité, ensuite les chrétiens qui sont venus après lui ont voulu le célébrer. Malheureusement, on ne pouvait pas le célébrer en grande pompe, puisqu'on aurait été soi-même martyrisé. On a décidé de le célébrer en petite pompe. Le petit pompe, c'est également pompe. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est le lieu en fait du martyr de Saint-Timothée, c'est la pompe. C'est pour ça que vous avez une petite croix juste à côté, quand vous allez au fond de la montagne, vous avez une toute petite croix en bois, juste au bout de la montagne, là c'est l'endroit exact où se trouvait un peu la tombe de chapelle à l'Empire, mais où était martyrisé Merci Fred pour cette anecdote. Mais une très jolie question qui va suivre. Et j'ai une très jolie question qui va suivre. On arrive plein Saint-Timothée, pardon. Et si on regarde un petit peu sur notre gauche, là, du bus, on retrouve une belle maison comme ça. Mais comment appelle-t-on ce style de maison? Une maison avec Et bravo! la maison à Colombage. La jeune demoiselle ici a dit avant tout le monde, pour la peine, le premier porté. Je crois que c'est sont tournés vers leur groupe, me semble-t-il. C'est ça, donc bonne réponse, jeune fille, c'est effectivement une maison à Colombage. Et une des rares maisons épargnées par la destruction totale pendant la Première Guerre mondiale. Elle fait partie donc, de ces 12 maisons qui n'ont pas été détruites pendant la Première Guerre mondiale. Et elle date quand même de l'époque médiévale. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles sont encore là aujourd'hui, et tant mieux. Ce qui est assez amusant, c'est quand vous allez jeter le livre, vous allez voir une seconde maison à Colombage, qui est une maison qui date des années 20 et qui est construite dans le style néo-médiéval, c'est-à-dire nouveau, on refait quelque chose dans le style médiéval, alors que là, pas du tout. C'est sur notre gauche, et c'est la fameuse juste Nouvelle voiture, on a au style néo-médiéval, on a refait ça dans les années 20 et on s'est inspiré du style du Moyen-Âge. Quand je vous disais que l'art déco c'est une période extrêmement éclectique, on a toutes sortes de styles. Ici, on peut parler d'art déco à la sur du Moyen-Âge. Nous allons entrer dans quelques instants dans la rue du Barbâtre. Alors, je veux vous donner une petite anecdote sur la rue du Barbâtre. Elle tire son nom de quelque chose. De quoi? Je vais vous dire. C'est de la bataille de Barbastro en 1064. Ah, c'est dur, oui, ça déjà. Ça fait partie des plus vieilles artères de la ville de Reims, puisque c'était déjà une artère conçue au Tempioro Cortorum avec la rue Gambetta qui se trouve parallèle à celle-ci. Donc on est sur une artère vraiment importante, puisqu'elle artère commerciale du temps qu'elle est romain, artère commerciale médiévalement parlant également, et aujourd'hui elle sert aussi encore d'artère assez commerciale. Alors pour l'anecdote également, je vous invite à toutes les églises qu'on va pouvoir croiser, parce que ici on a énormément d'églises. Alors dans la ville de Reims, au Moyen-Âge, on en compte jusqu'à 27. Ici on va en voir au moins 5, simplement en descendant dans cette rue. Alors évidemment, elles sont dans des cours, elles sont dans des endroits un petit peu cachés. On aura un symphonisme, bien évidemment, on en aura d'autres. N'hésitez pas à jeter un œil, vous allez les trouver. Effectivement, l'église est ici, mais c'est la sous-occupée. Moi j'occupe les gens pour vous. Plus du tout.
sous l'œil, mais c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite maintenant. Dans la rue du Barbate, on a beaucoup de bâtiments d'avant-guerre et d'après-guerre. Là, ici, effectivement, il y a une église qu'on s'est fait. Il y en a d'autres, des églises aussi, plus de long de la rue du Barbate. Oui, Saint-Jean-Baptiste également, nous sommes au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Fred, madame avait une question, est-ce qu'elles sont toutes ouvertes au public? Absolument pas. Absolument pas, voilà, vous avez la Alors, réponse. pour la plupart, ce sont des églises qui sont encore en service, on va dire, et donc elles sont dans des cours privés et dans des couvents la plupart du temps. Ah, il avait pas l'accès. Donc la fenêtre est Avant de passer du lieutenant Herboin et de Venise, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur l'historique transport, cette fois-ci, par la rue du Barbate. La rue du Barbate est aussi l'une des premières rues à être desservie par les premiers omnibus de Reims dès 1872. Il y avait une ligne qui reliait la place Saint-Thomas à la porte de Mars et qui reliait par la rue du Barbate également jusqu'à la porte Dieu-Lumière. Porte Dieu-Lumière, place Toradroit, c'est la même chose à l'époque. Donc, nous avions les premiers omnibus, nous avons ensuite eu des bus entre-temps. Il y avait aussi un autre mode de transport, et je voudrais savoir quel est le nom de ce mode de transport. Non. Madame? J'ai les tramways. Oui, j'ai les tramways aussi ici. Effectivement, ce sont des tramways. Alors j'ai une autre question, parce que j'aime bien les statistiques de temps en temps. C'est qu'il y a deux types de tramways à cette époque. On est cette fois-ci en 1881. Avant que la fée électricité apparaisse à Reims, le tramway était tiré par quoi? Exactement, bravo votre fille. Des chevaux. Comment ça fonctionne? Je crois que j'appuie sur les boutons. Bravo. Parce que j'ai des chevaux, hein. J'aurais pu crier parce qu'on avait bien. Oui, c'est une excuse. Donc les chevaux qui tiraient les tramways, on appelait ça donc des tramways hippomobiles qui ont remplacé les diligences omnibus à partir de 1881. Il y a eu énormément de travaux de fait dans Reims pour remplacer, pour créer des rails de tramway pour faire circuler ces motrices. Et en 1900, la fée électricité apparaît et on commence à utiliser toutes les lignes existantes en tramway mobile, passage en tramway électrique. Il y aura jusqu'à 6 lignes de tramway jusqu'en 1914, donc ensuite 2 en projet qui n'ont jamais pu se faire à cause de la Première Guerre mondiale. Et la rue de Venise était desservie par une ligne de rocade, la ligne E, très précisément. Et cette ligne de rocade était constituée d'une autre ligne qui s'appelait la F, et qui en fait était des lignes circulaires tout autour du centre-ville de Reims. Et nous sommes donc là, rue de Venise. Et si on regarde devant, on a effectivement un pont. Une anecdote là-dessus? Mais oui, j'avais une anecdote. Eh bien, vas-y, dis. Vous savez pourquoi ça s'appelle la rue de Venise? Vous avez entendu devant? À cause des gondoles, exactement. Ah bah voilà. Alors, ici, non pas pour les gondoles, mais c'est le bien. Et vous voyez là, ici, jusqu'au XIIIe siècle, nous sommes sur un pont, en fait. Tout est parfaitement inondé, il a fallu tout assécher pour créer la ville. Et donc, on y circule en bateau. Voilà pourquoi en bateau. Plutôt en barque. On est un peu grand à Reims, c'est ce qui est caractéristique. Mais en fait, ici, on va avoir beaucoup de culture maraîchère, le cresson et ce genre de choses. Et on est sur l'eau. Voilà pourquoi on l'appelle rue de Venise, parce que nous sommes sur l'eau à cet endroit précis. Et nous sommes d'ailleurs à la limite extérieure de la ville de Reims jusqu'au XIIIe siècle. Reims étant de ce côté. Là, c'est la campagne. D'un côté de la ville, de l'autre côté. Ah, il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Le pont entier qui n'est pas là. Oui, tout à fait. On trouve le pont entier quand on a trouvé énormément d'objets d'ailleurs. Sauf que c'est une ville importante, une ville antique. Alors, le pont qu'on connaît aujourd'hui s'appelle le pont de Venise. Il faut savoir que juste avant qu'on l'appelle pont de Venise, ça s'appelait tout simplement le pont neuf. Parce qu'il était neuf. Ça ne s'invente pas. Comme à Paris, exactement. Et justement, alors effectivement, bien tu le dis, mais personne n'a entendu, c'est la prochaine question. Avant que ça devienne le pont de Venise et le pont neuf, c'était effectivement un autre type de pont. Et c'était quoi? Ah, elle n'est pas sur la feuille celle-là. Ah, et vous l'avez entendu, c'est
Oui. Attends, je vais poser la question derrière, parce que nous, on ne triche pas. Qu'est-ce que c'est que ce pont? Quelle est la particularité de ce pont? Une équipe? Un pont en pierre? Donc, j'ai la réponse. Qui a donné la réponse? Un pont tournant. C'est la bonne réponse de madame, il s'agissait d'un pont tournant, donc une passerelle tournante, exactement. Et on n'a pas triché. Je crois que le lieu de la Me semble-t-il. C'est pour aller à la il n'y a pas de triche. canal. C'est garage. Alors bien sûr, oui, effectivement, on aperçoit le stade de Reims de l'autre côté du canal, qui s'appelle Auguste Delaune. Voilà. Mais attends, on recommence? On commence, Mais qui est monsieur Delaune? eh ben, qui est Auguste Delaune? Est-ce que vous avez une petite idée devant? Footballeur? Il y en a qui me disent footballeur, oui. Un ancien ministre. Un ancien ministre, ça aurait pu. Auguste. Oh, il y a de la triche. Et regarde sur internet, éliminé, on descend du bus. Ah, ça va pas du tout. Celui qui regarde sur son portable a un gage, il descend du bus. Ok. Alors, est-ce que toujours pas de réponse pour Auguste Delaune? C'est pas celui qui a construit le stade. On a donné ce nom au stade. Mais c'est pas lui qui l'a construit. Je vois que Fred donne la réponse. Absolument pas. Effectivement. Auguste Delaune était un cycliste. On a donné son nom à ce stade et dans d'autres stades de France d'ailleurs, car Auguste Delaune a été marqué. Alors il n'était pas du tout, c'était un cycliste, c'était vraiment un sportif. Et on lui a donné son nom parce que c'est l'un des sportifs qui a été torturé pendant la Seconde Guerre mondiale par la Gestapo en 1943. Il en est mort de cette torture-là. Alors la Gestapo, c'était pendant la guerre. Qui est mort sans donner ses camarades. Il est resté Exactement. C'est sûr. La Gestapo, c'était une espèce de police très méchante pendant la Seconde Guerre mondiale qui a fait beaucoup de mal. Donc Auguste Delaune, le stade a été inauguré en 1900, je ne sais plus combien, 31 exactement, et lors de la 28e course cyclisme entre Reims et Paris. Nous arrivons sur la rue Liberger. J'avais une question sur un célèbre pont qui a été détruit, mais j'ai oublié la question. Voilà. Et là j'ai la réponse, c'est Charles de Gaulle. Voilà. Alors, qui a construit le pont de Gaulle? Ah, voilà. Non, c'est Jean Tétinger. Qui a donné la réponse? Jean Tétinger. Bonne réponse de monsieur au fond. Je veux partager parce que nous avons ici des réponses en stéréo. C'est-à-dire que tout le monde répond en même temps. Ici, j'ai tenté Jean Tétinger. Je pense que ça me donne des points en plus, me semble-t-il. Allez, j'accorde des points en plus. Pour l'anecdote, ce pont a été construit donc en 1970 par Jean Tétinger qui faisait partie du plan Rotival. Ce plan d'urbanisation consistait à faire en sorte que l'avenue de Gaulle puisse transformer en pont passant par la rue Diverger et ou l'avenue Alkmaar, on ne sait plus trop, mais relier aussi l'avenue Jean Jaurès à l'avenue de Gaulle en une seule avenue qui devait de base longer la cathédrale de Reims. C'est Claude Lamblin, maire de Reims en 1977, qui stoppe le projet, qui ne veut pas voir d'avenue passer le long de la cathédrale. Et c'est devenu aujourd'hui le pont Gaulle qu'on connaît de nos jours. Vous connaissez? L'habitude de connaître, oui, voilà. Tu vois, même quand on pose pas de questions, j'ai pas de réponse. C'est pas beau ça, franchement, à l'arrière, vous êtes très fort. Le deuxième meilleur groupe de l'année pour l'instant, continue dans ces axes. Le premier. Alors, on est passé devant la cathédrale de Reims. J'ai une petite question subsidiaire par rapport à la cathédrale de Reims. Quelle est sa hauteur totale? Ah non, je pose la question. Elle est plus grande que celle de Paris, c'est de la certitude. 25 mètres.
25 mètres, la quatrième. Oh, peut-être un peu plus. Je connais rien. 146, c'est pour messieurs. 146, c'est pour nous. Ah, 18 mètres. Ah bon. 82. Ah non, non. C'est la longueur du bus, le cocktail. 87. Qui a donné la bonne réponse? Bravo, mesdames, messieurs. C'est monsieur. Bravo, monsieur. La dame avec la barbe. D'accord. Et bien, effectivement, 87 mètres de haut. Alors, petite anecdote sur la cathédrale de Reims, vous savez qu'à la base, elle est inachevée, puisque sur les deux tours qu'on voit, devaient être élevées aussi des flèches, et qui devaient porter à l'origine la hauteur à 150 mètres de haut, donc plus grande que celle de Strasbourg. On a juste été raisonnable. On n'a surtout pas achevé la cathédrale. C'est surtout qu'on n'avait pas des sous. Ouais, on va se mettre l'idée, les gars. Est-ce que c'est une question Sur quelle place nous sommes? La place du théâtre. Vous attendez. Et facilement. on essaie de tricher dans le Boulogne. Ah, tu confonds le Boudray. Non, c'était la rue François Boudray. On vient de traverser la place Miron-Éric, qui effectivement, comme on connaît aujourd'hui tous depuis très longtemps, la place qu'on appelle la place du théâtre, parce que tous les bus avaient comme terminus théâtre et on a décidé de l'appeler comme ça depuis toujours. Alors c'est pas fait pour vous, on se laisse le McDo. C'est la place du McDo aussi. Je vois que nos collègues sont contents de croiser. Il est bien vieux quand même. On revient place Royale, en effet. C'est quel roi qui est sur la scène? Oui, évidemment. Parce que la réponse, j'attends une réponse ici. Parce que moi, la réponse, je l'ai déjà ici. Ils sont trop rapides au fond, ils sont trop rapides. Alors la place Royale, pour une petite anecdote, sachez qu'elle était inachevée à l'époque parce qu'elle a été construite dans le style qu'on voit les bâtiments. Et à la place de la Société Générale et des bâtiments du bar tabac, il n'y avait que des maisons individuelles avant la Première Guerre mondiale. Détruite pendant la Première Guerre mondiale, la Société Générale s'y est installée après la Première Guerre mondiale et a reconstruit plus ou moins identique les bâtiments pour former finalement la place que nous connaissons aujourd'hui. On retrouve ce style de place à Charleville et à Paris par exemple. Oui, les places royales, effectivement, qui sont construites à peu près sur le même modèle. Et si vous jetez un œil aux façades, je vous invite à revenir et à regarder. Elles sont toutes très légèrement différentes les unes des autres, donc pour leur permanence, l'authenticité. Le mot de la fin et bien effectivement, on se trouve plus proche de la fin de cette visite que du début. Il me reste à toutes et à tous à vous remercier absolument d'être venus dans notre bus aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Oui. Ça vous a plu? Vous reviendrez? Magnifique. Bah, comment ça, je sais pas. Merci infiniment. Donc effectivement, c'est la fin. Vous êtes aujourd'hui, grâce à ce bus, dans ce bus de l'association Astur, association de transport de sauvegarde des transports urbains de Reims, c'est en 2014. Grâce à tous les bénévoles de l'association, dont Sébastien, que vous pouvez applaudir pour sa conduite actuellement. Merci à lui. Damien, un petit nouveau qui vient de rejoindre dans l'association et moi-même président. Nous avons restauré cet ancien bus de la Ture que vous connaissez grâce à son pixel jaune et noir, sont très célèbres. Et grâce à tout l'effort fait aujourd'hui, nous avons pu le restaurer et faire ce tour en bus, en espérant justement que vous ayez donné des anecdotes sur la ville de Reims et que ça vous a fait ressurgir quelques souvenirs avec ce bus. Merci à Frédéric, Juliette Zanala avec son micro pour ses anecdotes également. Merci à tous d'être venus et si ce tour vous a vraiment plu et pour aider l'association à continuer à faire ces tours en bus, pour l'entretien du bus qui coûte très cher, je vous invite à laisser, si le cœur vous en dit, une petite pièce à bord de la cagnotte qui se trouve à côté de mon chauffeur. Merci encore infiniment, un bon dimanche à vous et on se retrouve peut-être bientôt. Et je vous invite à descendre par la jambe du véhicule.